Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce 16e épisode des webinaires organisés conjointement par la SFN et la NLF. Et aujourd'hui, c'est une thématique de choc et de rêve, si je puis dire. Vous allez apprendre plein de choses avec comme thématique l'épilepsie. Je donne tout de suite la parole à notre modératrice, Virginie Lambrec, le docteur Virginie Lambrec, qui travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière comme neurologue. Merci de Eh coordonner tout bien, ça. merci beaucoup Céline. Bonjour à tous. En effet, nous sommes ravis de vous accueillir tous aujourd'hui pour ce webinaire. Et je remercie la SFN en association avec la NLF pour organiser cette session, donc qui est quand et comment instaurer un premier traitement anti-crise en 2025. Donc pour ce webinaire, nous avons le soutien institutionnel du laboratoire ESAI. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants absolument exceptionnels, voilà, qui ont beaucoup travaillé sur l'épilepsie. Tout d'abord, le docteur Ziad Elias, qui est le président de l'association des neurologues libéraux de langue française et qui, au sein de cette association, est donc responsable de la commission épilepsie. Il a participé à l'élaboration des recommandations de bonnes pratiques sur la prise en charge de la première crise d'épilepsie en 2015, qui ont quand même été un premier élément qui ont quand même beaucoup changé nos pratiques dans la prise en charge. Et puis le professeur Sophie Dupont, qui est neurologue hospitalière, qui a été notre présidente de la Ligue française contre l'épilepsie et qui a participé aux dernières recommandations là sur la prise en charge, on va dire plus vaste de la prise en charge de l'épilepsie, enfants et adultes. On n'avait pas repris les recommandations de la première crise puisque ça avait été très bien fait déjà auparavant. Donc tous deux vont nous donner leur point de vue sur comment instaurer un premier traitement anti-crise. Donc vous avez vu qu'on n'a pas mis anti-épileptique, ça fait partie des petites nouveautés aussi. On essaie de parler de traitement anti-crise puisqu'on parle plutôt du traitement du symptôme. Et donc Sophie Dupont va nous parler de quand initier un premier traitement anti-épileptique et le docteur Elias nous parlera de comment l'initier. Donc voilà, toutes des choses très pratiques qui seront très utiles. Alors, n'hésitez pas donc à nous poser vos questions tout au long de la session. Vous avez posé des questions, partagé vos réflexions. Donc en fonction, on les posera entre les interventions ou tout à la fin. N'hésitez pas. Et puis sans plus attendre, donc je laisse la parole. Donc on va commencer avec Sophie Dupont. C'est à toi. Merci beaucoup Virginie. Et donc moi je vais donc commencer sur quand initier un premier traitement anti-crise de nos jours. Donc on va dire donc en 2025. Alors mes liens d'intérêt. Et finalement, quand on doit ou pas décider d'initier un traitement anti-crise face à une première crise, eh bien, ça revient à décider si oui ou non on rentre dans la définition de l'épilepsie. Or, vous savez que cette définition, depuis 2014, a changé. Classiquement, jusqu'à 2014, on considérait que pour parler d'épilepsie, il fallait deux crises non provoquées ou réflexes, à plus de 24 heures d'intervalle. Donc, logiquement, de façon générale, après une première crise, on n'instaurait pas de traitement. Mais vous savez aussi que la définition a changé et que désormais, après une première crise non provoquée, si on estime que la probabilité de récidive est d'au moins 60% sur les 10 ans qui viennent, on peut considérer que le diagnostic d'épilepsie peut être posé et donc on va instaurer un traitement. Troisième cas où on va poser d'emblée en fait un diagnostic d'épilepsie, c'est quand on est tout de suite dans un syndrome épileptique, par exemple un enfant ou un adolescent qui fait une rupture de contact, on fait un EG qui montre une décharge de pointes-ondes à 3 Hertz, on sait d'emblée qu'on est dans un syndrome d'épilepsie absence et dès la première absence, on peut mettre en route le traitement. Donc globalement, bien entendu, pour décider d'initier un traitement anti-crise, il faut avoir un diagnostic d'épilepsie. Mais il va falloir surtout se poser les bonnes questions. Et la première question à se poser quand on pense que c'est une première crise, c'est de savoir si cette première crise est réellement la première. Donc la vraie première crise versus la première crise qui amène à une consultation médicale. Et vous voyez ici cette étude qui commence un petit peu à dater, mais qui est quand même intéressante, où 28% des patients qui consultaient pour une première crise
authentiques, généralisées tonico-cloniques, en fait, quand on les interrogeait, depuis des semaines, voire des années, ils avaient déjà des crises focales ou des crises myocloniques. Et donc, c'était pas une première crise. Et donc là, bah, la question se posait pas de les traiter, puisque ils avaient déjà, en fait, une épilepsie qui évoluait depuis un certain temps. La deuxième question, elle renvoie à la définition, c'est de s'assurer qu'il s'agit bien d'une première crise non provoquée. Et donc d'écarter ce qu'on appelle une crise symptomatique aiguë ou situationnelle ou provoquée, c'est la même chose, ce sont des synonymes. Ce sont des crises occasionnelles qui sont liées à des situations épileptogènes transitoires et réversibles et là, il va vraiment y avoir une notion de délai et de mise en évidence de la situation épileptogène. Alors, le délai requis, il est de moins de 7 jours pour la plupart des facteurs déclenchants reconnus, agression du système nerveux central, et il n'est que de 24 heures pour les troubles métaboliques. On va en rediscuter. Donc, vous voyez qu'on a une fenêtre temporelle pour dire après un AVC, après un gros traumatisme crânien, après une intervention neurochirurgicale, si survient une crise, eh bien, a priori, elle est en rapport avec un phénomène aigu et ça ne devrait pas se reproduire à distance. Mais bien entendu, ça peut se répéter si le même facteur déclenchant se reproduit. Alors cliniquement et sémiologiquement, ce sont généralement des crises généralisées tonico-cloniques et parfois on peut avoir des crises focales motrices. Et pourquoi c'est important de les repérer? Parce que ce qui est demandé, c'est de ne pas les traiter. C'est-à-dire que là, on ne retient pas un diagnostic d'épilepsie, mais un diagnostic de crise provoquée. Et ce qu'il faut, c'est, quand on peut, éradiquer le facteur déclenchant qui a été identifié. Donc avant tout, il faut l'identifier. Et donc pour l'identifier, il va y avoir une petite checklist. Et je le répète, mais pour les facteurs métaboliques, il doit avoir été constaté dans les 24 heures qui suivent en fait la crise pour être retenu comme étant responsable de la crise et donc qualifier la crise de situationnelle. Et attention, c'est pas n'importe quel facteur métabolique. Vous voyez ici les taux retenus par la Ligue internationale contre l'épilepsie. C'est des hypoglycémies ou des hyperglycémies avec acidocétose importantes. C'est des hyponatrémies très profondes, en dessous de 115. Donc ça veut dire que si vous avez un patient qui fait une crise et qui a une natrémie à 128, ben, on peut pas tout à fait le considérer comme une crise situationnelle. Il faudra quand même se poser la question de savoir si c'est pas quand même juste un facteur facilitant, mais pas un facteur déclenchant. Et vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est vraiment des hypocalcémies, des hypomagnésémies qui sont vraiment très importantes. Je reviens pas sur les facteurs cérébraux d'agression du système nerveux central qu'on vient d'évoquer là il y a 2 secondes. Mais il y a aussi les facteurs toxiques. Alors, il y a l'alcool. Le plus souvent, en fait, c'est du sevrage en alcool qui donnera des crises situationnelles, parfois des alcoolisations aiguës, certaines drogues, plutôt les drogues de synthèse, ecstasy, l'héroïne, la cocaïne. Bien entendu, pas la marijuana, puisque vous savez qu'on a un médicament à base de cannabidiol. Et puis, certains médicaments peuvent vraiment être proépileptogènes et déclencher des crises situationnelles. Dans les psychotropes, on sait qu'il y a des neuroleptiques à haut risque de crise, notamment la clozapine et la chlorpromazine. À l'inverse, attention, hein, ça ne veut pas dire que tous les neuroleptiques donnent des crises. Il y a par exemple des médicaments comme la risperidone ou l'aldol, etc., qui sont pas du tout à risque de crise, donc dont l'imputabilité ne sera pas retenue si le patient est traité par ces médicaments. Même chose pour les antidépresseurs, vous savez qu'on peut pas considérer que, par exemple, des inhibiteurs de recapture de sérotonine puissent être responsables de crises d'épilepsie ou soient aggravants. Mais par contre, on sait que les tricycliques, oui, et le bupropion, le Zyban, qui est utilisé essentiellement en sevrage tabagique. Et puis, attention, il y a quelques médicaments, notamment des antibiotiques comme les pénicillines, certaines pénicillines, les céphalosporines de 4e génération, l'imipenem, la ciprofloxacine, qui sont connus pour pouvoir, en fait, déclencher des crises situationnelles. Donc, dans ces cas-là, il faudra arrêter l'antibiotique. Et si jamais il y a récidive de crise, ça voudra dire que c'était pas une crise situationnelle. Alors, la troisième question qu'il faut se poser après, c'était la première crise. Est-ce que c'est une crise vraiment non provoquée? La troisième question, à l'évidence, êtes-vous bien sûr que c'est bien une crise épileptique? Et vous savez qu'un des plus gros pièges diagnostiques, c'est ce qu'on appelle les crises fonctionnelles dissociatives, qu'on appelait autrefois les crises
non épileptique psychogène ou CNEP. Vous savez, ça je ne vais pas vous redire, hein, c'est plutôt l'apanage de la femme jeune, mais attention, hein, ça peut survenir chez le sujet âgé. C'est souvent sur des terrains de commotion cérébrale, malheureusement d'abus sexuels, facilité par un petit déficit intellectuel, des difficultés d'apprentissage et difficultés sociales. Et donc là, c'est l'interrogatoire hein, qui, comme pour l'épilepsie, hein, qui vous fera le diagnostic sur des symptômes qui étaient d'emblée de longue durée, fluctuants, avec des mouvements asynchrones, des mouvements du bassin, des mouvements de la tête d'un côté à l'autre, les yeux fermés, une résistance à la fermeture des yeux, des pleurs, une préservation de la mémoire. Voilà, donc attention parce que tout premier épisode n'est pas forcément épileptique. Et l'autre gros piège, et qui est peut-être encore un plus gros piège, c'est la syncope convulsivante. C'est souvent précédé par une sensation vagale de je me sens pas bien, je vais m'évanouir, j'ai chaud, ça tourne, j'ai une nausée. Et puis ça peut aller à la syncope et ça peut s'accompagner de convulsions. Hein, syncope convulsivante, convulsions généralement brèves, une dizaine de secondes, plutôt du haut du corps, mais parfois on a tout le corps, avec par contre un réveil très rapide, pas de confusion post-critique, mais attention, il peut y avoir une perte d'urine parce que comme toute syncope à vessie pleine, eh bien, dès qu'il y a donc syncope, il y a relâchement sphinctérien, il y a perte d'urine. On peut également avoir une perte d'urine sur une syncope cardiaque. Et ça, c'est un gros piège parce que dès qu'il y a des convulsions, l'entourage souvent donc va rapporter les convulsions au premier plan. Et comme le patient s'en souvient pas trop bien, eh bien, on va partir sur un diagnostic de première crise généralisée tonico-clonique alors que c'était pas le cas. Donc, dans tous les cas, il va falloir raisonner face à une première crise authentique. Il va falloir la catégoriser. Et ça, vous savez que dans l'épilepsie, c'est uniquement l'interrogatoire et également le EG. Si on ne sait pas, ben, on répète les EG, on les sensibilise avec du sommeil. Des fois, d'emblée, on sait que c'est pas ça. Hein. D'emblée, ça ressemble à une crise fonctionnelle dissociative. D'emblée, ça ressemble à une syncope convulsivante ou à d'autres diagnostics. Et si on pense que c'est de l'épilepsie, il faut écarter une crise donc provoquée, une crise symptomatique aiguë. Et si c'est une première crise d'épilepsie non provoquée, il faut faire une IRM cérébrale. Pourquoi? Parce que l'IRM avec le EEG va permettre de savoir si on est à fort risque de récidive. Donc, vous vous rappelez, plus de 60% de risque ou non de récidive. Et donc, d'emblée, dans un diagnostic d'épilepsie, on va y revenir. Et à ce moment-là, on traitera. Ou si on ne l'est pas, et à ce moment-là, on ne traitera pas. Alors, on verra qu'il peut y avoir aussi dans la décision de traitement, après une première crise, d'autres facteurs qui peuvent intervenir, et notamment le patient. Et ça, on va rediscuter. Alors, donc ça veut dire que face à une première crise non provoquée, ce que vous devez faire, en fait, c'est estimer le risque de récidive pour savoir si d'emblée vous êtes dans un diagnostic d'épilepsie, risque de récidive estimé à 60% ou plus, ou pas. Et ou pas, normalement, le risque de récidive après une première crise, en adulte comme en pédiatrie, c'est aux alentours de 30 à 40%. Hein. Donc, on n'est pas du tout sur les 60% du diagnostic d'épilepsie après une première crise. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'après deux crises avérées, là, il y a un fort risque de récidive. Dans cette étude, vous voyez qu'on n'est pas même au-delà de 60%, on est à 73%. Mais en tout cas, on atteint toujours au moins 60% après deux crises avérées. On le reverra à condition qu'elles ne soient pas non plus trop espacées dans le temps. Alors, quels sont donc les facteurs de risque de récidive qui vont faire qu'après une première crise, on va porter un diagnostic d'épilepsie et on va avoir envie de mettre en route un traitement anti-crise? Eh bien, avant tout, et ça ressort dans toutes les méta-analyses de la littérature, je vous ai mis les principales là, et puis je vous ai mis également la grosse étude MES qui regardait un petit peu quels étaient les risques de récidive après une première crise, qui était une énorme étude. Ici, dans cette méta-analyse de bonne facture, vous voyez que sur plus de 3000 patients, ce qui avait été identifié, donc c'est une agression cérébrale préexistante, des anomalies sur l'EEG, une imagerie cérébrale anormale, mais ça va aussi avec la notion d'agression cérébrale préexistante. On y reviendra, on trouvait également là le caractère nocturne de la crise. Dans l'étude MES, qui était aussi sur un grand nombre de patients, il y avait l'examen neurologique anormal et le G anormal.
ils n'avaient pas inclus que des premières crises, et donc de façon assez logique, ils avaient trouvé que à la deuxième crise, c'était un gros facteur de risque de récidive. Et dans cette autre méta-analyse, sur quasiment 2000 patients, on retrouve anomalie EG, crise focale, mais ça va souvent avec imagerie cérébrale anormale et anomalie de l'examen neurologique. En fait, les deux gros facteurs de risque avérés, c'est un EG anormal, mais attention, un EG anormal avec des anomalies épileptiques, des pointes, des pointondes. C'est pas, on n'est pas en train de parler là d'anomalies lentes, etc. C'est des anomalies épileptiques et le cœur du réacteur, c'est quand même la pointonde. Vous voyez ici une étude qui est quand même assez jolie où, après une première crise considérée comme idiopathique parce qu'à imagerie normale, on fait donc un EEG standard et un EEG de privation de sommeil. Quand les deux sont normaux, seuls 12% des patients vont récidiver. Si sur un de ces deux EEG, il y avait une anomalie épileptique, on tombait sur un chiffre de récidive de 56%. Vous voyez, c'était très prédictif quand même de la récidive. Ici, une autre étude en population pédiatrique sur presque 500 enfants entre 1 et 16 ans. Et là encore, en fait, l'EG était, alors on voit pas bien ici, mais croyez-moi sur parole, c'était un des facteurs de risque prédictifs de récidive le plus fort. Une autre étude qui donc avait regardé la même chose, mais cette fois-ci en population adulte. Et voyez ici, là on voit mieux. Donc risque de récidive avec anomalie épileptique, risque de récidive avec EEG normal. Ils avaient même fait des EEG vidéo chez certains patients et vous voyez que quand il était normal, là encore, le risque de récidive était beaucoup plus faible que quand il y avait des anomalies épileptiques sur l'EEG. La lésion sur l'IRM ou la notion d'un examen neurologique anormal sont également le deuxième grand facteur de risque avéré. Alors si vous avez les deux, lésion sur l'IRM et anomalie épileptique sur le G, alors là c'est bingo. Et donc toutes les études le montrent. Ici donc vous voyez en fait les facteurs de risque récidifs dans trois populations. En bas sans lésion, ici donc avec donc une lésion identifiée sur l'IRM et puis ici avec en fait un examen neurologique anormal depuis le jeune âge. Et vous voyez que dans ces deux catégories-là, on a beaucoup plus de récidives, on a beaucoup de récidives et on retrouve la même chose ici. Vous voyez IRM normal, IRM anormal ou agression, notion de séquelles cérébrales, avec un suivi sur 10 ans. Et vous voyez que par contre, ça se met quand même en plateau au bout d'un certain temps. Mais en tout cas, c'est quand même un facteur, là encore, très prédictif de récidive. Par contre, il y a des facteurs qui restent controversés à ce jour dans la littérature, l'âge. On reviendra quand même sur le sujet âgé, parce qu'on verra que commencer une épilepsie après l'âge de 65 ans, première crise, même s'il n'y a pas tellement de facteurs de risque de récidive avérés, on a quand même l'impression que l'âge en soi est un facteur de risque de récidive. Le caractère focal de la crise a été très longuement discuté dans plein de méta-analyses de revues de la littérature et finalement, très clairement, ça sort quand c'est corrélé à une lésion cérébrale, ce qui est logique. Si vous avez une lésion cérébrale, vous aurez a priori une épilepsie focale. Mais que les crises focales sans lésion sur l'IRM ne semblent pas en soi être plus associées à un risque de récidive. Ce qui a été aussi pas mal discuté, c'est et si la première crise, c'est pas une crise simple, c'est un état de mal, eh bien là, il n'a pas été retrouvé en soi de valeur pronostique, même si, j'anticipe une éventuelle question, c'est sûr que face à un état de mal inaugural, c'est quand même rare de ne pas mettre en route un traitement antiépileptique. L'influence du caractère nocturne de la crise n'est pas tranchée. Vous voyez qu'il y a des méta-analyses où ça sort, d'autres où ça sort pas du tout. Et pareil, des antécédents familiaux d'épilepsie ne semblent pas en soi avoir de valeur pronostique, que ce soit en études pédiatriques ou adultes. Alors, on peut regarder les choses d'une autre façon et se dire, après une première crise, mettons avec IRM et EEG normal, si je ne traite pas, est-ce que, en fait, ma décision de ne pas traiter va influencer négativement l'évolution de l'épilepsie? Alors, vous avez déjà un peu la réponse avec ce que vous a dit Virginie en début de topo. Elle vous a dit, c'est des médicaments anti-crise. C'est des médicaments qui empêchent les crises, pas des médicaments qui empêchent l'épilepsie. Et il y a eu pas mal d'études qui ont regardé ça. Alors la première, c'était l'étude FIRST avec 215 patients qui avaient fait une première crise généralisée tonico-clonique et qui étaient randomisés en deux bras.
un traitement immédiat dès cette première crise et un traitement différé en cas de récidive. Alors, et ensuite, ce traitement a été arrêté. Et quand on regardait le devenir à 2 ans, puis dans la même étude à 5 et à 10 ans, on avait les mêmes taux de rémission. Une autre étude avec beaucoup plus de patients qui avait regardé ça chez pratiquement 2000 patients avec une épilepsie nouvellement diagnostiquée. Ils avaient regardé donc à 2 ans et à 5 ans. Alors eux, ils retrouvaient un effet bénéfique du fait de traiter à 2 ans, mais à 2 ans, les patients, ils étaient encore traités. Et le traitement, il est arrêté au bout de 2 ans. Donc c'est logique qu'il y ait moins de crises dans le groupe qui est traité que dans le groupe qui n'est pas traité. Mais quand les patients qui avaient été traités initialement pendant 2 ans et qui n'avaient pas fait de crise, on leur arrêtait leur traitement, eh bien, on regardait leur devenir à 5 ans, eh bien, il y avait le même taux de récidive qui, dans cette étude, était plutôt bas, puisqu'on était quand même sur des taux très bas de récidive dans les deux groupes. 25% de récidive, c'est pas beaucoup par rapport à ce que je vous ai montré avant. Mais en tout cas, ça ne changeait rien, le fait d'avoir traité pendant 2 ans. En d'autres termes, si on traite, ok, ça marche, mais il faut traiter à vie. Donc, pas forcément hyper intéressant. Euh, Par contre, très clairement, ce que je suis en train de vous dire, ça marche pas s'il y a eu plusieurs crises. C'est-à-dire que si vous avez eu beaucoup de crises et que vous attendez pour mettre en route un traitement anti-crise, ben, vous risquez de vous retrouver avec une épilepsie pharmacorésistante que vous n'arriverez pas à traiter. Et on sait que plus il y a eu de crises avant la mise en route du premier traitement, plus le traitement risque d'être inefficace. Alors, l'autre question, bien entendu, rappelez-vous de la définition, ça peut être une première crise avec un risque de récidive de plus de 60% sur une période de 10 ans. Quid d'un patient qui ferait une crise un temps T0 et puis une crise 15 ans après? Ben, on peut considérer que la crise 15 ans après, c'est à nouveau une première crise et que les compteurs ont été remis à zéro. Et ça a été bien montré, c'est que globalement, donc plus il y a un intervalle long entre les deux crises, et plus a priori, donc, on retombe sur un risque de récidive de première crise. D'où l'intervalle de 10 ans retenu pour la définition. Alors, bien entendu, euh, en dehors du risque de récidive, il y a d'autres facteurs qui doivent rentrer en compte. Ben, le risque de mortalité et de morbidité pour le patient si jamais il récidivait, et puis les effets secondaires des médicaments qu'on va donner quand même sur une longue période, au moins 2 ans, voire plus longtemps. Alors, très clairement, donc, après une première crise non provoquée, la décision va rester individuelle et va rester de votre ressort. Euh, Très certainement, il faudra traiter s'il y a des anomalies sur le G, sur l'IRM. Attention, la lésion sur l'IRM, elle doit expliquer l'épilepsie, hein. Si vous trouvez une lésion dans le cervelet, ben, c'est peut-être pas ça qui fera que vous allez introduire un traitement anti-crise. S'il y a un déficit neurologique ou neuropsychologique, et puis ça, il faut quand même le prendre en compte, un patient qui aurait un EEG normal, une IRM normale, mais qui vous dit, moi, je ne peux pas vivre avec l'idée que peut-être je vais refaire une deuxième crise. Donc des patients très anxieux ou des patients qui ont des professions à risque, des patients qui travaillent sur des échafaudages, qui manient des objets dangereux, etc. Là, peut-être qu'on aura quand même intérêt à traiter. Et puis, bien entendu, bah, si c'est pas une première crise et que c'est une deuxième, troisième, bah, vous n'avez même pas la question à vous poser. Mais très clairement, après une première crise non provoquée avec donc des éléments rassurants, si le patient a bien compris qu'on ne le traitait pas et qu'il risquait de ne jamais récidiver, mais que quand même il pouvait aussi récidiver et que donc il devait quand même appliquer des conseils d'hygiène de vie et les mêmes que ceux que si on avait mis en route un traitement, hein. Donc il faut que le patient comprenne bien et soit OK par rapport à ça. Alors, je vous disais, on commence quand même à penser que peut-être l'âge en soi est un facteur de risque de récidive, même avec IRM et EG normal. Et vous voyez ici une étude qui démontre très bien que le risque de récidive après 65 ans, après une première crise, hein, est beaucoup plus élevé. Ce qui fait que généralement, chez le sujet de plus de 65 ans, on a tendance à traiter dès la première crise. Alors, que disent les recommandations? Parce qu'il y a des recommandations. Il y a les recommandations de l'American Academy qui disent exactement ce que je viens de vous dire, que c'est une décision individuelle et qu'il faut mettre en balance le rapport risque-bénéfice, mais que,
et ça, il faut bien le dire aussi aux patients, c'est que si on traite, ça n'influencera pas le devenir à long terme. C'est que quand on arrêtera le traitement, le patient sera sur le même risque que si on n'avait pas traité. Et donc les recommandations dont Virginie a parlé, hein, de la SFN sur la prise en charge de la première crise, disent la même chose, hein. C'est qu'il faut traiter si on a des anomalies sur l'IRM, l'EEG, mais si on ne traite pas, il faut bien en informer le patient. Mais si on traite, il faut bien dire aussi au patient que si on arrête le traitement, ça sera comme si on n'avait rien fait, hein, sauf qu'on l'aura protégé pendant une période X. Ça, c'est surtout vrai en adulte, hein. C'est un petit peu moins vrai en pédiatrie. Alors donc, les messages clés, c'est que hors situation à risque avéré de récidive, donc EEG anormal, IRM anormal, déficit de l'examen neurologique et situation très spécifique, professionnelle, forte anxiété du patient, le traitement semble pouvoir être différé si c'est une vraie première crise d'épilepsie non provoquée, mais que ça implique une concertation et une information éclairée du patient sur quand même le fait que si on ne traite pas, dans les 2 ans qui viennent, il a quand même un risque de récidive et il va falloir qu'il adapte un petit peu sa vie en fonction de ça. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de partager un petit peu avec vous 3 vignettes et de voir un petit peu ce que vous auriez fait. Alors on va commencer avec Antoine. Antoine, c'est un lycéen de 17 ans qui est dans un magasin et tout à coup, il a une sensation de chaleur, des vertiges, il fait une perte de connaissance et ses copains qui étaient avec lui disent qu'il a convulsé, mais ils sont tous unanimes, ça a duré une dizaine de secondes. Antoine est ensuite revenu tout de suite à lui, il savait qu'il était dans le magasin et il s'est demandé un peu ce qui s'était passé, il n'était pas confus. Il a été hospitalisé parce que les pompiers avaient été appelés. Il a eu une IRM que je vous montre pas, mais qui était normale. Et un EG qui, on est d'accord, est à l'évidence anormal, hein, qui montre une décharge diffuse, hein, de pointe onde, hein. Donc là, on peut quand même dire qu'il y a des anomalies épileptiques sur l'EEG. Donc ma question, qui va être posée par Céline, qui va vous envoyer le quiz, c'est est-ce que vous traitez Antoine? Du coup, Céline, il y a quoi? Il y a 30 secondes à peu près pour... Oui, on hein. va. Bah là, moi, Ouais, en direct, ça répond très très vite. très bien. Là, j'ai déjà une centaine de réponses. C'est facile puisque c'est une question Cool. simple. Par rapport au webinaire précédent avec les critères diagnostiques de sclérose en plaques, là, on a réponse juste oui, non, hein. Donc, Ouais, mais nous, dans l'épilepsie, on est carré, hein. voilà, vous êtes carré. C'est on traite ou on ne traite On est pas. carré. On est comme ça. On discute. Pendant les réponses, pendant les réponses au quiz, juste, je vais répondre à un petit, parce que j'ai pas pu répondre aussitôt. C'était sur l'EEG en fait. On demandait quand est-ce que doit être fait l'EEG et quand il faut le répéter. Donc ça, c'est vrai que idéalement, l'EEG doit être fait dans les 24 heures après la crise. Mais ce qui est évident aussi, c'est que il vaut mieux attendre un peu et faire un EEG de bonne qualité avec 21 électrodes au laboratoire que de fait faire un EEG de 8 électrodes en urgence après avoir reçu de l'Urbanil. Voilà, donc c'est le plus tôt possible, mais en fonction des possibilités locales. Et puis après, faut-il le répéter combien de fois? Alors oui, il faut le répéter si on a une forte suspicion de crise, mais on le répétera en faisant un EEG avec privation de sommeil, un EEG de sieste. Donc au moins une fois, et après plus, bah, je pense que là, ça dépendra vraiment de votre suspicion. Si vous y êtes persuadé, bah, on peut contrôler ça. Après, s'il n'y a pas tant d'autres facteurs de récidive dont Sophie a parlé, voilà, on peut s'arrêter. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a le nombre, le nombre de Ouais, alors je réponses. mets fin au sondage. Vous avez presque tous répondu. D'ailleurs, vous êtes très nombreux. Merci d'être là ce soir. Et donc, je vous partage les résultats tout de suite. C'est partagé. Ah, c'est intéressant, hein. Donc, vous auriez traité à 68%. Donc, à peu près les 2 tiers auraient traité parce qu'il y a des anomalies sur le G. Et un tiers n'aurait pas traité. Alors, moi, je vais vous dire, perso, j'aurais pas traité, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas une première crise. Très clairement, en fait, ce patient, il a fait une syncope convulsivante, hein, sensation de chaleur, vertige, perte de connaissance de 10 secondes avec des brèves convulsions, pas de confusion, retour immédiat à la conscience. C'est vraiment prototypique d'une syncope convulsivante. Certes, il a des anomalies épileptiques à l'EG. Peut-être qu'un jour il fera une crise, mais il n'empêche qu'il n'en a jamais fait.
Et du coup, on revient sur le traitement préventif, mais on ne traite pas une syncope convulsivante. Donc moi, je pense qu'en fait, Antoine, il faut pas le traiter. Il faut peut-être lui dire de bien faire attention à son sommeil quand même, parce que il a quand même un très jet d'épilepsie, hein, alors qu'il peut être familial, qui peut... Peut-être, hein, il y a 2% de la population qui a ça, qui fera jamais de crise. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, moi, je le traiterai pas parce que c'est pas une première crise. Du coup, on passe à une deuxième vignette qui est cette fois-ci Marc. Alors, il est toujours un peu jeune, il a 24 ans, il est étudiant. Il fait la fête, Marc, hein, bien contexte festif. Et en fait, à une rentrée de soirée plus qu'arrosée, à 3 heures du matin, ben, le lendemain matin, il se réveille à terre. Il n'est pas dans son lit et il n'est pas bien, Marc, hein. Il est courbaturé, il a une échymose sur l'épaule droite, donc il a dû tomber et se faire assez mal, et aussi sur le côté droit du visage. Et puis, il a très très mal à la langue. Pour le coup, on lui fait une IRM que je vous montre. Voilà, et un EG de sommeil que je vous montre également. Et je vous pose la même question. Est-ce que vous traiteriez Marc? Allez, on va laisser encore quelques secondes. Donc ça veut dire qu'en fait, si Céline elle dit quelques secondes, c'est que vous êtes en train de répondre super vite. Ouais, c'est ça. Là, il y a déjà 150 réponses. Donc, Ouais, c'est bien. oh ouais, non, on n'hésite pas, hein. Non seulement on est carré, Ouais, ouais, mais à mais en toi, plus on n'hésite pas. On prend des on y décisions. va. Nous, on est Allez, comme ça, hein. je vais vous montrer les réponses. Hop, c'est parti. Partager les résultats. 180 réponses. Ouais, et ben oui, hein. Je suis d'accord avec vous, l'IRM est normal, le G est normal. Certes, hein, on est tous d'accord, on peut penser quand même que notre Marc, il a fait une première crise généralisée tonico-clonique, mais comme il n'y a pas de facteur de risque de récidive identifié sur son IRM, son EG de sommeil, c'est quand même un EG de sensibilisation, ben là, on peut quand même se demander si ce qu'il a pris sur sa soirée, hein, si c'était pas une crise du coup situationnelle. Donc, comme pour Antoine, on va quand même lui conseiller de se calmer et de faire bien attention à son sommeil, hein, et puis de, voilà, hein, de faire attention à ce qu'il boit et à ce qu'il prend quand il est en soirée. Mais on lui mettra a priori pas de traitement tout de suite. On continue pour une Mais dernière. peut-être juste relayer une petite question, Sophie, je suis Ouais, désolée. vas-y. Relayer une Ouais. petite question. Si on avait eu la même chose, Marc, et avec des anomalies à l'EEG, est-ce qu'on peut justifier d'une éventuelle abstention thérapeutique? C'est une Non, moi, je question pense qui est que ouais. posée. S'il y avait des anomalies épileptiques à l'EG, moi, Marc, je l'aurais traité. Ok, on est d'accord. Alors là, on passe à Alain. J'ai mis que des garçons, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, hein, j'ai pas respecté la parité, c'est pas bien du tout. Alain est ingénieur. Il a un syndrome pseudo-grippal. Il est pas bien depuis quelques jours. Un peu de courbature, un peu de fièvre. Il est pas en forme. Et puis, là, devant témoin, et là, il n'y a même pas de doute, hein, il fait une première crise généralisée tonico-clonique. Voilà. Il se rappelle de rien, Marc. Son EG est normal. L'IRM, je vous la montre. Est-ce que vous traitez? Première crise, hein, dans un cadre d'un syndrome pseudo-grippal avec de la fièvre, des courbatures, le nez bouché, de la toux, pas bien. Ça va vite aussi. On est déjà à 160 réponses. Je laisse ceux qui ont le clavier un peu plus loin le temps de finir. Allez, on va mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Ah oui, vous avez raison, hein. Enfin, là il n'y avait pas de piège, hein. Bah, il a une tumeur cérébrale, hein, malheureusement, Alain. Et donc, bah, c'est pas une crise situationnelle, hein. On peut vraiment penser que cette crise est en rapport avec sa tumeur. Elle était d'allure généralisée tonico-clonique, mais il y a sûrement eu un début focal qui est passé inaperçu. Et bah, là, il est quand même très à risque, malheureusement, de récidiver. Donc, effectivement, il faut le traiter. Et puis, bien sûr, il va falloir mettre en route le traitement neuro-oncologique. Eh bien, donc, maintenant qu'on a décidé que pour un certain nombre, il fallait traiter, en fait, c'est Ziad qui va vous dire comment traiter. Merci Sophie.
Écoute, j'espère qu'on a tous bien écouté parce que ce que tu nous as dit est hyper important et je trouve moi personnellement que le choix de la décision de traiter est encore plus importante que presque le molécule, on va en reparler. Donc, je vais partager mon écran. Et donc, quand on m'a demandé de faire suite à Sophie, déjà une énorme responsabilité, et on m'a demandé comment on fait après une première crise chez l'adulte. Donc, je me suis souvenu qu'on avait déjà partagé cette histoire en 2015. Et elle me dit, ben, en 2025, ça donne quoi? Au début, je me suis beaucoup inquiété en me disant, mais quand même, comment je fais pour, en 20 minutes, faire tout le panel de tout ce qu'on doit faire vu les multiplicités des situations. Donc, je me suis permis de faire un truc très pragmatique pour essayer d'être dans les situations les plus fréquentes. En me plaçant dans la situation où on découvre une épilepsie et non pas un syndrome épileptique qui évolue depuis très longtemps avec toutes et un traitement qui doit être modifié en permanence parce que je pourrais pas matériellement faire cette réflexion. Voici mes liens d'intérêt. Alors, si j'ai première crise d'épilepsie, je pense que c'est une maladie qui démarre ou j'ai une indication à traiter. J'ai des médicaments qui se présentent à moi avec des AMM. Alors, traitement, si j'ai des crises qui sont focales, ben, j'ai des AMM qui sont déjà connus. Je vous les ai mis ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces médicaments, mais c'est les premières lignes autorisées en France aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas le cas, d'autres médicaments marchent très bien, mais qui ne sont pas la première ligne, en première indication. Si j'ai une crise généralisée, j'ai un peu moins de molécules qui sont autorisées en indication. Celles que vous connaissez toutes, du valproate jusqu'au lacosamide. Euh, et quand j'ai des crises qui sont incertaines, qu'est-ce que je peux faire? Ben, en fait, on dit un traitement euh, euh, comment ça s'appelle? À large spectre, pardon. Et donc là, on retrouve 4 molécules qui sont régulièrement recommandées. Ce traitement, comment je vais choisir? Ben, en fait, ben, ça dépendra de beaucoup de facteurs, vous vous en doutez. Je vais essayer de résumer ceux qui me paraissent les plus pertinents immédiatement lors d'un premier choix. Ben, évidemment, le sexe, l'âge, et si j'ai un syndrome épileptique, si d'emblée je sais que c'est une épilepsie myoclonique juvénile, si je sais que c'est une épilepsie absence, si vu l'histoire, je sais que c'est une épilepsie myoclonique progressive, je sais que c'est une tumeur, bon, c'est plus facile pour choisir le traitement. Mais pareil, les autres éléments vont impacter le choix, puisque les comorbidités qui existent, qu'elles soient générales, métaboliques, psychiatriques, que ça soit les traitements déjà en cours pour choisir, est-ce que je vais mettre des traitements que je vais choisir, mais il y a des interactions importantes, des inducteurs enzymatiques qui vont modifier mon choix. Les préférences individuelles, notamment par exemple les prises 2 fois ou 1 fois par jour, ça va impacter des craintes qui peuvent arriver par les personnes et leur métier. Sophie vous l'a cité, en fonction du métier, on va peut-être choisir des médicaments un peu différents et puis surtout peut-être une rapidité d'action qu'on va peut-être vouloir avoir immédiatement, plus rapide qu'une montée progressive pour des médicaments qui ont des risques allergiques ou qu'il faut monter plus lentement. Donc ça, c'est le grand cadre. Je pense que l'on peut l'accepter. Quand on reprend les recommandations, bah, j'ai refait la biblio depuis le début. Donc j'ai beau chercher, que ça soit les recommandations de la HS, que les études, les rapports de l'American Academy ou euh, ce, cette conférence dans Lancet 2023 qui rapporte comment on traite l'épilepsie et la prise en charge de l'épilepsie chez l'adulte et que j'ai beaucoup aimé parce que le premier auteur vient d'Iran, le deuxième vient des États-Unis, le troisième vient d'Europe. Pour certains qui ont une coiffure orange jaune d'œuf, ça peut permettre de rappeler que la science n'a pas de frontières et que c'est important. Euh, les médicaments, la dernière dans la JAMA, pareil, quels sont les médicaments anti-crise à revoir? Eh bien,
quand j'ai beau faire tout le tour, je me retrouve en première intention, ce qui est recommandé, ben, les mêmes, la motrigine, les lévétiracétam, le valproate, les épines ou carbamazépine. Et pour une spécificité très particulière, uniquement l'épilepsie absence, c'est l'étoxumide. On regarde dans le Lancet, quand on regarde, pareil, ils prennent la même proposition, des crises focales, les crises généralisées. Je connais le type de crise, qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais vous les traduire en français. Euh, c'est si j'ai une crise focale, si je suis un homme, le choix c'est carbamazépine, lévétiracétam ou la motrigine. Si je suis une femme, c'est la motrigine ou lévétiracétam. Si je suis une crise de type généralisé certaine, bah, si je suis un homme, le choix c'est valproate, lamotrigine ou lévétiracétam. Et si je suis une femme, j'enlève le valproate. Et si dans ce syndrome, j'ai des symptomatologies évidentes de type épilepsie myoclonique juvénile, si chez l'homme, c'est valproate en première intention, pareil dans l'épilepsie absence juvénile. Chez la femme, dans les myoclonies, c'est le Keppra, le lévétiracétam, et dans l'épilepsie absence, plutôt le Lamictal. Bien sûr, vous êtes toutes et toutes au courant de la polémique autour du valproate chez l'adulte. Vous connaissez, j'espère, la position de la Ligue qui est opposée à cette information ou cette crainte qui a été exprimée par la NSM et qui rajoute en plus des complications dans les prescriptions de ce médicament chez l'homme pour des raisons qui ne sont pas aujourd'hui scientifiquement valables ou validées. Il n'y a aujourd'hui pas de risque scientifiquement validé d'anomalie du neurodéveloppement chez les enfants nés d'un père qui a eu du valproate dans les 3 mois précédant la conception. Il y a des indicateurs qui ne sont pas convaincants. Mais bon, on ne peut pas donc l'enlever, un médicament très utile de notre panoplie thérapeutique. Si la crise est non connue, qu'est-ce qu'on peut proposer? Ben, en première intention, on est dans les deux sexes, hein, le lévétiracétam ou le lamictal, la motrigine, qui sont les recommandations faites par la plupart des auteurs. Donc, je pourrais m'arrêter là. Voilà, on a fait le tour. On a fait les traitements qu'il fallait choisir en 2025. Finalement, c'est les mêmes qu'en 2014, 2015. On a retrouvé les mêmes éléments. Mais je pense que c'est totalement insuffisant aujourd'hui en 2025 de se contenter de ça. Et pourquoi? Parce que, en fait, on a parlé de traitement anti-crise, mais on ne traite pas une crise, on traite le patient épileptique. Si on a décidé de traiter, c'est finalement, il est épileptique. Donc, je vais prendre en charge mon patient épileptique. Et donc, une première crise qui doit être traitée, je pense qu'il faut le prendre en charge comme une épilepsie. Ça veut dire, faut gérer l'annonce, la psychoéducation, expliquer. Sophie, vous sur les cas cliniques en disant il faut changer l'hygiène de vie, l'adaptation de la consommation d'alcool, la dette de sommeil. Ben oui, c'est expliquer l'évolution, expliquer les risques, en parler, comprendre les craintes des personnes pour pouvoir y répondre. Peut-être quelquefois, ça prend plusieurs consultations, évidemment. Et en 2025, si on a accès aussi à de l'éducation thérapeutique, il faudra peut-être s'y adosser également. L'adhésion et l'acceptation des traitements, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et donc ça prend du temps. Rappelez juste que la plupart des échecs, c'est parce que les gens ne prennent pas leur traitement. 45% des échecs sont liés à une prise inadaptée, inconstante et des oublis de traitement. Deuxième chose, quand on a découvert une crise, c'est l'évaluation des risques sociaux et professionnels. On parlait de métier, on parlait bien sûr que si on a une première crise chez un conducteur de poids lourd ou chauffeur de bus, la vie est totalement transformée et ça, on peut pas l'occulter. C'est pas simplement mettre en route un traitement. Il va falloir l'aider dans la reconversion, dans les adaptations sociales, discuter avec la médecine du travail et tout ce qui s'ensuit. Évaluer les choix professionnels. Moi, comme vous tous, hein, on avait eu des pompiers, des policiers dans l'équipe porteurs d'armes. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Et ça change leur vie.
Deuxième chose, quand on met en route un traitement, il faut être très attentif parce qu'on peut voir arriver très rapidement des pharmacorésistances. Et je rappelle juste que malgré tous nos progrès, les multiplicités des traitements et des générations, troisième, quatrième génération de traitements, on reste toujours en dessous de 70% de répondeurs. On a toujours des pharmacorésistances. Et plus on fait des crises, plus on fera des crises, c'est ce que vous rappelez, professeur Dupont. Et ne pas penser, parce qu'on a fait le diagnostic initialement, que l'on puisse pas s'être trompé. On peut corriger le diagnostic. C'était peut-être finalement une erreur et éliminer des causes évolutives. Notamment, aujourd'hui, on parle beaucoup des auto-immunités. Donc, si on voit apparaître des troubles psychiatriques, des crises un peu particulières, très évaluées, ne pas hésiter à aller voir et aller compléter les explorations qu'on n'avait pas fait au début. Aller faire des anticorps, des ponctions lombaires, parce qu'il y a des traitements spécifiques qui devront être proposés. Et quel est l'objectif de mon traitement quand je propose un traitement finalement à mon patient? L'idée, c'est d'être libre de crise sans effet secondaire. Ça, c'est l'idéal. Pour atteindre cet idéal, aujourd'hui, les propositions les meilleures, c'est pouvoir amener le patient à adhérer au traitement, à le supporter au mieux possible. Il est souhaitable de faire une titration progressive, en se donnant au moins une dose cible pour pouvoir avoir une évaluation de l'efficacité. Je rappelle qu'on n'a aucun biomarqueur de l'efficacité d'un traitement antiépileptique. C'est le temps qui nous donne la réponse. Tant qu'il n'a pas refait de crise, il est efficace. Mais s'il fait 3 crises par semaine, ce sera facile à savoir. Mais s'il fait une crise ou deux, ça sera plus compliqué. Il faut du temps pour savoir l'efficacité du traitement. Et qu'est-ce qu'on fait s'il continue à faire des crises malgré un traitement bien pris, adapté au syndrome et à la forme? Il faut augmenter. Et cette augmentation de dose, elle est limitée par la tolérance. Sur certaines molécules, il faut se rappeler qu'il faut faire une surveillance biologique. Beaucoup ont oublié peut-être que le Tegretol peut avoir des complications, que le Dépakine peut avoir des problèmes et qu'il faut régulièrement vérifier le terrain biologique. Et en cas d'échec ou d'intolérance, la recommandation aujourd'hui que l'on retrouve dans la plupart des auteurs, c'est un changement pour une deuxième molécule adaptée, pertinente vis-à-vis du tableau clinique qu'il présente, avec un chevauchement plus ou moins rapide, parce que si les effets secondaires du premier sont très importants, on ne va pas attendre d'avoir un chevauchement très lent. Et il faut aller changer le plus vite possible de traitement, en espérant bien évidemment que ce nouveau traitement soit efficace rapidement. Et là se pose une question, est-ce qu'il vaut mieux avoir une monothérapie ou une bithérapie à petite dose pour améliorer la tolérance? C'est une question qui est toujours ouverte. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas de réponse convaincante. Il y a des habitudes et il n'y a pas de travail qui montre une supériorité d'un choix ou l'autre, ou en tout cas de manière documentée. Et je serais moi plutôt partisan d'une monothérapie, comme la plupart de nos habitudes en France. Mais quant aux thérapies synergiques, aux polythérapies rationnelles, question toujours présente. On avait fait déjà une réunion, je me rappelle encore, il y a 20 ans là-dessus. On l'a refaite il y a 15 ans. On est toujours au même point. En fait, on n'a pas d'éléments scientifiquement euh, véritablement documentés pour dire voilà ce qu'il faut faire. Les associations entre des principes d'action différents sont intellectuellement extrêmement intéressants. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de preuve d'une thérapeutique meilleure, sauf dans certains cas. On utilise dans l'Lennox-Gastaut l'association valproate-lamictal, alors qu'elle serait très contre-indiquée de principe. Donc, malheureusement, cette réponse, cette polythérapie rationnelle, on l'espère, mais aujourd'hui, on n'a pas de document valable, en tout cas complètement convaincant. Et donc là, maintenant, je vous dis, je peux pas aller plus loin à raconter tout ce qu'il faut faire à chaque fois qu'il y a un échec.
Et donc, je vous remercie et on répondra peut-être aux questions individuelles. Alors, bah, merci beaucoup pour ces deux présentations qui vraiment se complétaient vraiment parfaitement. Et donc, oui, on va avoir quelques petites questions. Alors, pour l'instant, on a aussi des questions en fait sur l'arrêt de traitement, finalement. Voilà, je vais quand même les poser aussi, hein, vous êtes d'accord? C'est finalement aussi quand est-ce que on va décider d'arrêter un traitement et parce qu'il y a plusieurs questions hein, là-dessus. C'est quand est-ce qu'on va décider d'un arrêt de traitement il y a plus de crise et quand est-ce qu'on va arrêter de traitement? Mais dans ce cas-là, c'est aussi si on avait une épilepsie généralisée idiopathique. Mhm. D'accord. Pour combien de temps faut-il pour arrêter le traitement? Ça dépend de l'épilepsie généralisée idiopathique. Si c'est une épilepsie absence de l'enfant, généralement les neuropédiatres, dès que les absences sont contrôlées, ils arrêtent assez rapidement le traitement parce qu'en fait, finalement, dans les épilepsies absence de l'enfant, on a essentiellement des absences, on a rarement des crises généralisées tonico-cloniques avec l'évolution. Et du coup, l'idée, c'est qu'une fois qu'ils ont arrêté voilà, ils veulent pas trop de médicaments sur un cerveau en développement. Dans les épilepsies de l'adolescent, c'est un peu plus compliqué parce que souvent il y a des crises généralisées tonico-cloniques. Donc on peut éventuellement arrêter, mais il faut à mon avis là vraiment un temps de recul, au moins 2 ans sans crise. Et puis surtout, il faut des EEG de sommeil qui soient normaux. Dans une épilepsie myoclonique juvénile, vous savez, c'est pharmacodépendant, ça risque de récidiver même s'il n'y a pas eu de crise depuis 5 ans. Du coup, c'est un peu à la libre appréciation, mais on a quand même tendance toujours à laisser un petit traitement de fond. Hein. Donc ça, c'est les trois principaux types d'épilepsie généralisée idiopathique. Et sinon, quand est-ce qu'on arrête un traitement? Ça dépend, ça dépasse. Quand le patient n'a pas fait de crise, alors il y a plein d'études qui montrent qu'actuellement, on est toujours un peu sur cet intervalle de 2 ans sans crise pour considérer, au minimum, pour considérer un arrêt de traitement. Alors, chez l'adulte, il y a plusieurs études qui sont sorties et qui montrent qu'en fait, plus on attend longtemps sans crise, et meilleur c'est. C'est-à-dire que 2 ans, c'est peut-être un peu juste. Et par exemple, si on attend 5 ans sans crise, si le patient est OK hein, pour garder 5 ans le traitement, s'il n'y a pas de désir de grossesse, des trucs qui pourraient faire qu'on a envie d'arrêter plus tôt le traitement, eh ben, plus l'intervalle est long, mieux c'est. Donc minimum 2 ans, mais on a alors chez l'adulte, hein, pas chez l'enfant. Chez l'enfant, on raisonne pas comme ça, mais 5 ans, ce serait mieux. Et puis pareil, alors là, c'est comme pour l'instauration, c'est qu'il faut que le EG soit normal, plutôt un EG avec du sommeil. Et puis il y a la grande problématique des anomalies sur l'IRM. Est-ce qu'on peut, même chez un patient qui n'a pas fait de crise depuis des années, mais qui a une lésion sur l'IRM dont on sait qu'elle est responsable de l'épilepsie, arrêter un traitement, ça paraît pas bien évident. Troisième chose, c'est quand même bien toujours prendre en compte que si on arrête un traitement, le patient, il va pas conduire pendant toute la diminution et encore ensuite 3 mois après l'arrêt. Donc ça peut être un facteur impactant. Et l'autre chose, c'est que s'il y a récidive, on n'est pas sûr de retrouver la pharmacosensibilité qu'on avait à l'arrêt du traitement. Donc ça va dépendre quand même, il faut quand même en informer le patient et puis ça va dépendre, il y a des patients qui sont très très désireux d'arrêter et donc ils vont prendre ce risque et puis il y en a, enfin moi j'en ai pas mal à qui je propose et ils disent oh bah écoutez moi ça va là, je prends un traitement, bah non, enfin on touche à rien et il faut pas brusquer quoi, je veux dire parce que des fois on a plus à perdre qu'à gagner hein, sincèrement. Si je peux me permettre juste un complément, il y a un site qui avait des études des Danois qui ont fait, je crois, ou des Hollandais, qui ont fait des échelles pour calculer le risque. Ouais, Et l'algorithme, donc, ouais, l'algorithme, donc je vous le partage juste, ça peut vous intéresser. Ça s'appelle l'Epilepsy Prediction ouais. algorithme. Donc, ils l'ont enrichi. Avant, c'était un seul algorithme. Maintenant, c'est généralisé après l'opération, après une première consultation et même un élément spécifique pour les JME, les EMJ. Donc, en gros, ça se présente, vous posez le nombre d'années avec des crises, combien de temps depuis la dernière crise, combien il y a eu de crises avant l'obtention d'une rémission, quel est le sexe, l'histoire, est-ce que c'est une maladie qui s'arrête? Et vous avez une évaluation, je vous marque n'importe quoi, là c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Euh,
Donc je marque ça et je vais look up et on vous donne une estimation de risque de récidive, par exemple, à 2 ans, à 5 ans, et le risque de être ce que disait Sophie, de pas pouvoir récupérer ou pas. Donc là, 99% de récupération dans l'année. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous le souhaitez. Ça peut être une base de discussion avec les patients. Oui, oui, oui. Maintenant, on a aussi d'autres questions. Bah, ça, c'était la situation finalement où ça va bien, où on peut se permettre d'arrêter le traitement. Et puis il y a les situations aussi où finalement, ben, les premières lignes fonctionnent pas bien. Donc, surtout peut-être une question plus pour Ziane, mais ça peut aussi être Sophie, hein, bien sûr. C'est quand finalement, en cas d'épilepsie généralisée, quand les premières lignes fonctionnent pas, qu'est-ce que vous pouvez aussi proposer? Alors, on peut bien sûr alterner entre les premières lignes. S'il avait eu, je pars du principe que le diagnostic, il est connu. On n'a pas de problème d'erreur diagnostique. Après, on peut rapidement introduire des nouvelles molécules, même si on n'a pas de rationalité sur les bithérapies rationnelles. On aime bien avoir des mécanismes, comment dire, différents. Donc, Différent. moi, j'ai pas de peur d'installer rapidement un traitement comme le pérampanel ou euh, ça dépend. Si c'est une épilepsie généralisée, Ouais, ça peut être. ouais, Ça peut être. pérampanel, zonisamide, ça sera Oui, les les piliers nouveaux, de voilà. vraie vie sont bons pour les deux dans l'épilepsie Oui, généralisée. Donc, tant qu'il n'y a pas d'absence. Alors, j'avais aussi une petite question pour Sophie sur Alain, l'ingénieur de 52 ans. ouais. On me posait la question si finalement ce patient, si... alors attends, je recherche la question, je vais y arriver. Tic, tic, tic. Voilà, la question c'était par rapport au fait que ça pouvait éventuellement être qu'on était peut-être encore dans les délais de 7 jours et qu'on aurait pu considérer que c'était une crise provoquée. Qu'est-ce que... Non, 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 on peut pas être dans le délai de 7 jours parce qu'en fait, Alain, ça fait pas 7 jours qu'il a sa tumeur. Ça fait peut-être des années. Là, ça parle maintenant par une crise, mais contrairement en fait finalement à un AVC, un traumatisme crânien, une intervention, on peut dater. Voilà. Une tumeur, il l'a depuis, alors en plus comme elle est grosse comme ça, il l'a depuis, avec un effet de masse pareil, il l'a depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, Alain, sa tumeur. Donc là, on est sûr que c'est une crise symptomatique et pas situationnelle, là, pour le coup. C'est pour ça que j'avais pris ça et pas le Ouais, reste. merci. Et du coup, ça enchaîne sur une autre petite question, c'est si quelqu'un fait plusieurs fois des crises provoquées, par exemple un facteur métabolique, voilà, enfin, qu'on considère finalement il a peut-être un seuil un peu abaissé à faire des crises, mais il n'y a pas d'autres facteurs. Alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait ou quelle est la démarche? Bah, s'il fait, alors tout dépend, c'est-à-dire que si, donc on partirait du principe que, par exemple, on a retrouvé un facteur métabolique et que on n'arrive pas à le contrôler. Par exemple, il a une hyponatrémie sur un diabète insipide, machin, on peut pas faire normaliser l'hyponatrémie, donc il Ça pourrait être continue. ça, mais j'avais aussi compris que c'était avec un intervalle de temps, c'est-à-dire on résout ce problème, Ouais, mais finalement, quelques mois après, il a un autre facteur provoqué, il fait encore une crise, donc c'est deux situations bien distinctes. d'accord. Est-ce que ça justifie de se dire qu'il faut mettre un traitement préventif? Alors, il n'y a pas il y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est une bonne question, par contre. C'est vrai qu'on peut peut-être de guerre lasse se dire que s'il a de toute façon un seuil épileptogène très bas et qu'à chaque facteur déclenchant différent, il fait une crise, on pourra peut-être être amené à lui mettre un traitement protecteur. Mais si on est dans les clous stricto sensu, normalement, non. Mais je suis d'accord que entre en fait les trucs un peu rigides de dire on traite jamais les crises provoquées et le patient à la troisième crise généralisée tonico-clonique sur une crise provoquée, bah oui, on va traiter. Enfin, ça me paraît assez évident. Ouais. Et pas sur la première, hein.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions sur ces crises non provoquées. Euh, Il fait alors, toujours les mêmes facteurs, c'est-à-dire un jour il boit, un jour il oui, manque c'est du ça. sommeil, un jour il est hyper angoissé. Peut-être que l'éducation et l'hygiène de vie pourraient être le facteur commun. Mais c'est vrai, je rejoins Sophie. Moi, au bout d'un moment, On va tu es craquer. presque obligé, hein. Ouais. Et puis le problème, alors si c'est sur l'alcool, c'est qu'à un moment, de toute façon, il aura une gentille épilepsie alcoolique qui évoluera pour son propre compte, hein. Il y a pas mal de questions aussi sur la conduite automobile. Reprendre Ah, peut-être Ouais, aussi ouais, ouais. les. Oui, oui, oui. Ouais. Je sais pas qui veut répondre sur en fait quand est-ce qu'ils peuvent reprendre la conduite si c'est vraiment une vraie première crise. Euh, C'est une vraie première crise et qu'on alors parce qu'en fait c'est la législation européenne elle est embêtante parce qu'elle suit pas le diagnostic d'épilepsie donc elle continue en fait à distinguer les crises provoquées donc là c'est le neurologue qui décide et puis ensuite les premières crises non provoquées normalement c'est 6 mois et ensuite l'épilepsie et ils mettent la définition de crise etc. Sauf qu'on sait que maintenant dès la première crise non provoquée ça peut être une épilepsie. Du coup, moi, je vais répondre comment je fais. C'est-à-dire, moi, je considère que si je traite, je considère que c'est de l'épilepsie et je passe dans la catégorie épilepsie, même s'il n'y a eu qu'une crise. Voilà. Et donc, c'est 1 an. Mais si sur les 6 mois qui suivent la première crise, le patient, en fait, si la première crise était la nuit ou c'était une crise focale sans rupture de contact et que sur les 6 mois qui suivent, il refait le même type de crise, là, il pourrait être autorisé, mais il faut qu'il passe devant la commission. Si par contre la première crise, elle était dans la journée, une crise généralisée tonico-clinique dans la journée, c'est 1 an. Il se prend 1 an dans la vue sans aucune crise. Ou si la première crise, c'était une crise focale avec rupture de conscience, c'est pareil, il se prend 1 an dans la vue jusqu'à pour s'assurer que pendant 1 an, avec traitement, il ne fera pas d'autres crises. Ça, c'est clair ce que j'ai dit? Ça va? Tout à fait. C'est bon. Alors, une petite question, c'est chez l'enfant. Donc, doit-on démarrer un traitement antiépileptique si j'ai un enfant qui fait 2 crises convulsives généralisées tonico-cloniques dans un contexte fébrile à plusieurs mois d'intervalle? quel âge? Des crises fébriles à quel âge, ouais? Nourrisson? Enfant, un enfant, donc pas un. Mais contexte fébrile. Parce que les crises fébriles de l'enfant, enfin du nourrisson, on les traite plus, hein, c'est fini. Mm. Ouais, c'est considéré comme des crises situationnelles. Et même, alors, ça peut être traité par contre au coup par coup avec du Valium intrarectal. Enfin, l'idée, c'est qu'elle soit pas prolongée, qu'elle soit pas compliquée. Parce que l'idée, c'est que ça colle pas à une sclérose hippocampique. Mais sinon, on traite plus les crises fébriles, là. Bon, alors après, à 6 ans, c'est pas pareil, hein. C'est peut-être le début d'une épilepsie qui démarre avec. Alors, on parle Enfin, pas d'un Dravet, parce que c'est parce que non, mais c'est parce que si, ouais, mais il faut se méfier, quoi. Mais si c'est des cris, si, enfin, si c'est juste des convulsions fébriles, on ne traite pas. Alors, une question sur le lacosamide. Est-ce que vous faites une surveillance cardiologique? non, Non. non, 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 non. Non, non, parce que après, bon, à ce moment-là, pourquoi pas le faire pour tous les bloqueurs sodiques, hein, je veux dire, c'est un effet classe, hein, donc ça a été décrit avec la lamotrigine, ça a été décrit avec tous les bloqueurs sodiques. Alors, ça a été décrit effectivement des allongements de l'espace PR un petit peu plus avec la cosamide, mais j'avoue que non, je ne fais pas de CG avant, donc forcément, j'en fais pas après, puisque j'ai pas. Une Bon, petite question pratique encore. Quand est-ce qu'on parle d'échec thérapeutique en termes de temps? Alors, est-ce que vous réfléchissez en termes de temps? c'est-à-dire, Entends? parce que dans maman, c'est, enfin, la pharmacorésistance, c'est l'échec à 2 médicaments, mais par exemple, on mettrait un premier médicament et puis 10 ans après, il y aurait réci... Non, alors, je comprends pas la question en fait. En Et termes de finalement, temps. au bout de combien de temps vous réévaluez Ah, Je pense au qu'on bout peut de aussi le combien de voir temps comme on ça. décide qu'un traitement n'est pas efficace, c'est ça? Oui. Ouais, Moi, Il je le verrais comme persiste ça parce que je des. suis d'accord. Sinon, c'est la ça. pharmacorésistance, Ouais, c'est deux traitements ouais, ouais. anti-épileptiques bien conduits. Alors là, enfin, Moi, après, je dirais que ouais. c'est inefficace quand il y a des crises. Donc, de toute façon, c'est pas le temps.
C'est s'il fait des Oui. crises. Alors, bien sûr, s'il fait une crise tous les 10 ans, je dirais que le médicament est efficace. Mais par contre, s'il refait des crises dans le mois, bah, il est inefficace. Dans les 6 mois, il est inefficace. S'il n'arrive pas à obtenir un an sans crise, Ouais. Après, je mettrais juste un petit bémol sur comment le traitement a été essayé. Est-ce qu'il a été essayé à pleine dose? Est-ce que exactement. c'est ça quoi? C'est que après, on peut pas dire non plus. Est-ce qu'il y a, enfin, il y a quand même des trucs. C'est le b.a.-ba, hein, mais c'est toujours la même chose. Hein. Pour dire qu'un traitement a été inefficace, il faut quand même l'avoir essayé à la dose max bien tolérée. Il faut s'assurer qu'il est pris. Ça, Je Ziad, disais il tout à l'a l'heure. super bien dit, mais l'observance est quand même majeure dans ces pathologies chroniques. Il faut s'assurer, Ziad l'a très bien dit, qu'on ne s'est pas trompé de diagnostic, qu'on n'a pas été collé du Tegretol sur une épilepsie absence ou voilà, ou qu'on n'a pas mis en fait n'importe quel médicament anticrise des CNEP ou sur une syncope convulsivante. Mais sinon, je suis d'accord avec Ziad, dès qu'il y a récidive, c'est que c'est pas efficace. Mais quand même, il y a des trucs à checker. Donc, il est pris, bonne dose, pleine dose. Donc, Ouais, exactement. Pleine dose, bien tolérée, parce qu'après, de toute façon. oui, bien sûr. Alors, un petit coq à l'âne, est-ce que vous faites des dosages de médicaments antiépileptiques et dans quelles conditions? Le matin, à jeun, sans prise de médicaments. Pour les femmes Et enceintes, ouais, pour les femmes enceintes. pour le monitoring, quand je pense qu'ils prennent pas leurs médicaments, j'essaye de les coincer. Alors, le truc que j'adore, mais ça marche pas, mais c'est pas ça. Ça, c'est embêtant parce qu'il faut les hospitaliser pour ça. Mais alors ça, c'est le truc, ça pardonne pas. Quand je pense qu'ils sont pas observants et que je décide une petite hospitalisation, je mets en fait un dosage sanguin à l'arrivée, le lendemain matin de l'arrivée, et j'en mets, si j'ai la chance qu'il reste 3 4 jours, j'en mets un 4 jours après. C'est-à-dire, comme c'est les infirmières qui leur ont donné à l'hôpital, je suis sûre qu'ils auront eu les bonnes doses. Et je compare. C'est pas gentil, hein. Et, et, et quand il y a plein de médicaments et j'y comprends plus rien, et quand il y a du dissident qui n'a pas de cinétique linéaire, et sinon, je n'en fais pas. Je n'en fais quasiment pas, hein. J'en fais très peu. Ziad, t'en fais beaucoup? Jamais. C'est Ouais. juste Hum. quand j'ai un doute majeur sur la prise du traitement. Et en général, on demande quand ils arrivent aux urgences, on dit, mais tu Ouais. prends ton traitement? Oui, oui, bien sûr. Et on regarde le dosage aux urgences. Ben voilà. Donc, Après, il faut faire attention parce que, euh, enfin, Ziad a raison, c'est que en plus, enfin, des taux infrathérapeutiques peuvent être efficaces. Donc, c'est pas les dosages, en fait, si tout va bien, ça nous sert à rien. exactement. On a aussi des petites questions, là, plusieurs, sur les benzodiazépines après une première crise. Est-ce que vous préconisez de mettre une couverture urbanile le temps que le traitement soit efficace, ou en tout cas, est-ce que les urgentistes, voilà, est-ce qu'ils peuvent continuer à mettre leur urbanile avant la consultation si elle est éloignée? Est-ce qu'il y a des recommandations aussi là-dessus? Je suis surpris que la question soit pas sortie plus tôt, parce que j'ai fait exprès de ne pas en parler au début, parce que en 2025, on peut pas imaginer au long cours un traitement par benzodiazépine déjà en première intention, et deuxièmement, je n'ai rien vu qui me montrait que mettre des benzos avant ou ne pas les mettre change la cinétique. J'ai rien vu. Je pense que pour beaucoup, c'est quelquefois pour rassurer le médecin. Non, je suis d'accord. Enfin, normalement, il n'y a pas d'indication à mettre après une première crise des benzos aux urgences. Première crise, hein, on est d'accord, on n'est pas Oui, un train. Alors, oui, oui. le seul petit bémol, c'est si on fait une imagerie en urgence, par exemple, là, le monsieur dont j'ai montré la Oui. tumeur cérébrale avec un effet de masse, etc., on se dit, bon, là, on a peut-être envie de le protéger avant que le traitement de fond soit efficace. Donc, il y a des cas où on va mettre des benzos, mais sinon, ça sert à rien, hein. À part fatiguer le patient et finalement, des fois, masquer la tolérance du traitement de fond qu'on introduit. On est d'accord sur une première crise, hein. S'il y a eu plusieurs Oui, crises, oui. les benzos, il faut les mettre, hein. Il faut calmer le truc et calmer le jeu. Alors, c'est vrai, moi, Ziad, par exemple, par contre, moi, des fois, je mets des benzos hein, en traitement chronique, hein. J'ai des Mais patients sous tu le fais Clobazam. en première intention? Ah non, jamais. Non, Ah, non. voilà, Non. En énième intention, mais j'en oui, ai oui. quelques-uns que je Oui. tiens au clobazam, hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais en première intention, Oui, c'est oui, tout vraiment à la fait. question, c'est Ouais. aujourd'hui.
On Non, non. récupère des anciens patients très chroniques qui sont tous sous benzo, sous clobazam, sous Valium, sous bon, au long cours. Hum. Ouais, Mais non, moi, non. je vois plus mes nouveaux patients, en tout cas depuis 20 ans, j'ai personne que j'ai introduit qui est toujours sous benzo, quoi. Non, non, moi non plus. De toute façon, mais c'est dit, je vois pas les premières crises, moi. Mais bon, Bon. mais globalement, si, enfin, le peu que je vois, je mets jamais de benzo, hein. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je suis pas sûre qu'on va pouvoir répondre à toutes. Oui, Est-ce c'est que tu en as possible. une dernière brûlante, peut-être, Virginie? Non, oui, quelqu'un qui, oui, non, quelqu'un qui ne dormirait pas enfin, qui respecte pas les règles d'hygiène de vie. Est-ce que du coup vous augmentez les doses pour que son seuil soit un petit peu plus adapté aux crises ou vous l'envoyez voir les IPA pour vraiment qu'il soit plus observant des règles d'hygiène de vie? Voilà, est-ce que Aïe, alors, aïe, aïe. ça, c'est vraiment la psychoéducation, hein, c'est ce que Ouais, on ouais, disait, c'est c'est un vraiment de peu, la psychoéducation. c'est difficile, mais Idéalement, on l'envoie aux IPA et on fait la psychoéducation, mais des fois, c'est vrai que ça marche pas. Alors, c'est sûr que c'est des fois pas des patients qu'on met à la dose minimale efficace, ça, c'est sûr aussi. Parce on parle pas d'observance, on parle de mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire les gens qui dorment pas assez, donc oui, des fois, on a tendance à les protéger un peu mieux quand même. après, on a des questions qui sont un petit peu hors du sujet. Peut-être une dernière question sur donc on a bien parlé des examens après une première crise, le EG, l'IRM. Quelle est la place d'un bilan biologique aussi au Ah début? oui, 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 bien sûr. Ah oui. Là, j'ai pas parlé, enfin, là, j'ai dit facteur de risque de récidive, hein. C'était pas le bilan d'une première crise. C'était pas la même chose. C'était pas la gestion d'une première crise. C'était après une première crise, quels sont les facteurs de risque de récidive? Donc, bien entendu, on va faire un bilan biologique, ne serait-ce que pour écarter une crise situationnelle ou quelque chose qui pourrait, en fait, une maladie qui pourrait expliquer. Donc, oui, bien sûr, il y a un bilan biologique. Oui, oui, tout à fait. Ça fait partie du bilan de première crise. Voilà, donc bah non, j'espère qu'on a fait à peu près le tour des principales questions. Donc bah, à nouveau, bah, vous remercie, je remercie les orateurs pour cette session vraiment passionnante. Et puis la SFN d'avoir organisé. Je relaisse la main à Céline. Eh bien oui, je vous annonce la prochaine date. Vous l'attendez tous, ce sera le 4 juin. On va parler de tremblements, comment on les diagnostique, comment on les prend en charge sur le plan médicamenteux et interventionnel. Donc soyez là le 4 juin avec grand plaisir. Et aussi, n'oubliez pas que sur la chaîne YouTube de la SFN et sur le site, quand j'aurai bien donné tous les bons codes, vous allez pouvoir retrouver tous les replays des webinaires. Voilà, vous pourrez revoir on ralentit si c'était trop rapide les différentes interventions de nos orateurs. Merci à vous et donc très bonne soirée et à bientôt au 4 juin. Bonne soirée Merci. à Merci, tous. merci beaucoup. Merci. Au revoir.